Je vais vous parler du communisme. On n'en parle plus beaucoup aujourd'hui dans les médias, parce que ça a été une expérience épouvantable. Et il ne faut pas oublier que ce qui s'est passé en Russie entre 1917 et 1947 constitue le massacre le plus important qui ait jamais été commis dans l'histoire de l'humanité. Après l'expérience maoïste en Chine, où là effectivement ça a été encore pire. Mais on n'entend pas beaucoup parler des responsables de ces atrocités qui ont été commises sous le régime bolchevique. Et pourtant, les choses sont très claires depuis au moins 2003. Mais enfin, les gens qui s'intéressaient à la question le savaient déjà. Mais en 2003, 2 livres ont été publiés sur ce sujet d'un grand historien, Alexandre Solzhenitsyn, le fameux intellectuel russe qui a fui l'URSS, et qui publie ces livres en 2003, 2 tomes qui s'intitulent 2 siècles ensemble. Dans ces livres-là, on voit le rôle accablant qu'ont eu les Juifs dans les atrocités, dans les massacres, dans cette expérience communiste. J'ai résumé tout cela dans les expériences planétariennes en 50 pages. Pour ce qui concerne l'époque stalinienne, 1930-1940, j'ai résumé tout cela dans le fanatisme juif. Il faut savoir que tout est référencé, tout est documenté, on a absolument tous les matériaux nécessaires pour visualiser cette histoire. On voit à quel point les Juifs non seulement sont capables de commettre les pires horreurs, mais aussi par la suite sont capables de les cacher. Le fait est, c'est qu'on n'a jamais vu une seule émission à la télévision pour dénoncer le rôle accablant des Juifs dans les crimes du communisme. Et pourtant, il faut commencer par le début, Karl Marx était juif, il faut le dire, petit-fils du grand rabbin de Trèves, fils d'un juif converti au protestantisme, parce que c'était tout simplement parce que le père de Karl Marx voulait exercer sa profession d'avocat, et qu'il avait besoin de se convertir, mais Karl Marx était un juif. Et quand bien même il a eu quelques mots contre la religion juive et contre les relations des juifs avec l'argent, son œuvre est juive, puisque, une fois de plus, c'est l'apologie d'un monde sans frontières, de la fraternité universelle, l'antiracisme. Il s'agit aussi d'araser les différences entre les classes sociales, comme aujourd'hui les mondialistes veulent araser les différences entre les nations, entre les races, détruire les religions, etc. Eh bien, à l'époque, Karl Marx, lui, voulait aplanir les différences entre les hommes sur le plan social. Plus de bourgeois, plus de prolétaires, il devait y avoir une dictature du prolétariat. Ça a surtout été une dictature des Juifs, puisqu'en 1917, en octobre 1917, ou plutôt en novembre, selon le calendrier julien, qui était en vigueur en Russie, ceux qui ont pris le pouvoir étaient essentiellement des Juifs, pas uniquement, mais enfin c'est eux qui avaient la haute main, en tout cas sur les services répressifs et sur l'armée. Trotsky était le chef de l'armée rouge, Trotsky c'était un juif, nommé Bronstein de son vrai nom. Lénine était d'ascendance juive, lui aussi, Kalmouk par son père, mais en partie juif par sa mère. Le président du Soviet de Moscou en 1917-18, et après c'était Kamenev, c'était un juif, nommé Rosenfeld. Le président du Soviet de Petrograd était un autre juif, Zinoviev, qui était aussi le président de l'Internationale. Le premier président de l'Union soviétique s'appelait Sverdlov, c'était un juif. Le responsable commissaire au porte-parole de l'URSS à l'étranger, c'était Karl Radek, qui était un juif nommé Zobelson. Donc on ne va pas vous égrener toute la liste des juifs qui dirigeaient l'Union soviétique, toute la liste des tortionnaires, des fonctionnaires juifs qui ont mené à bien cette douloureuse expérience, mais il est certain que les Juifs ont eu un rôle accablant, y compris à l'époque stalinienne. Les Juifs aujourd'hui ont beau jeu de nous dire, regardez, les Juifs étaient persécutés en Russie. Effectivement, il y a eu une période un peu difficile pour eux, quand Staline s'est débarrassé d'eux avant la Deuxième Guerre mondiale, et par la suite. Mais il n'en demeure pas moins que même sous son régime, Staline était entouré de Juifs. Quand, après la mort de Lénine, il prend le pouvoir, il dirige avec Kaganovitch et Molotov. Alors Molotov n'est pas juif, mais il était marié à une juive.
Kaganovich, lui, était un juif 100%. C'est lui qui m'a mené la répression contre les paysans, contre les rebelles en Ukraine, dans le Caucase. Ensuite, à Moscou, où il faisait dynamiter les cathédrales. Il a pris une part très active dans l'extermination des chrétiens en Russie, Kaganovich. Et Kaganovich, lui, n'a jamais été inquiété par la justice, même après la chute de l'Union soviétique. Il est mort tranquillement dans son lit en 1991, à l'âge de 88 ans. Il n'a jamais fait l'objet d'aucun procès. Et pourtant, c'est un des grands criminels de l'humanité. Genrik Yagoda, qui lui dirigeait le NKVD, est aussi un des grands criminels de l'humanité, et c'était un juif. Sever Plocker, un historien juif, dit de Yagoda qu'il a au moins 10 millions de morts sur les bras. C'est le plus grand criminel de l'humanité, selon un historien juif, Sever Plocker. Il a été remplacé, parce que Staline éliminait systématiquement tous les vieux bolcheviks. Yagoda avait été remplacé en 1936 par Yezhov. Yezhov, c'était un vrai russe. C'était pas un juif, hein. Ça ne l'empêchait pas d'être un taré. Il était marié à une juive, Yezhov. Et alors lui, c'est lui qui a eu la responsabilité d'épurer le Parti communiste. Je crois que ça doit être 700 000 morts en l'espace de quelques mois. Voilà, Yezhov n'était pas juif, mais était marié à une juive. Voroshilov était marié à une juive. Molotov était marié à une juive. Donc on est toujours dans ce petit monde des juifs ou mariés à des juives. Donc c'est un petit peu comme en République française, hein, vous me direz, depuis très longtemps. Mais voilà, donc Staline lui-même était entouré de juifs, il a eu des maîtresses juives, et il s'est entouré de juifs, y compris jusqu'après la guerre. Simplement en 1948, la création de l'État d'Israël et l'animation, si vous voulez, les Juifs se rapprochent davantage des États-Unis et des Occidentaux. Staline revient de bord, il est éliminé en 1953 d'une mort qui est un petit peu douteuse. Mais les Juifs aujourd'hui ont beau jeu de tout mettre sur le dos de Staline. Ça s'appelle un bouc émissaire. C'est la théorie du bouc émissaire. Les Juifs dénoncent toujours quelqu'un et accusent les autres de procéder de cette manière. La vérité, c'est que les crimes du communisme sont très largement à mettre sur le dos des enfants d'Israël. On n'en parle pas beaucoup aujourd'hui, mais c'est une vérité. Mais regardez, pendant la guerre d'Espagne en 1936 et 1939, c'était une sorte de répétition de la Deuxième Guerre mondiale. Des milliers de Juifs de Buenos Aires, de New York, de Chicago, de Pologne, de France et de partout se sont rués sur l'Espagne pour s'engager dans les brigades internationales et combattre le fascisme. Il ne faut pas penser que les Juifs, ce sont des pauvres êtres, des pauvres victimes innocentes, ce sont des combattants, de furieux combattants qui sont animés par une foi messianique. Ils veulent faire venir le Messie, ils veulent détruire tous leurs ennemis, anéantir toutes les nations qui s'opposent à eux. Aujourd'hui, on parle beaucoup des nations comme l'Iran, par exemple, ou la Syrie, et ils poussent les Goyes à faire la guerre contre eux. Mais ils oublient de nous parler de leurs crimes, et je répète que l'expérience communiste a été l'expérience la plus criminelle dans le monde. Ce n'est pas sans raison que l'antisémitisme était très virulent à l'époque. Tout le monde savait que les Juifs menaient la danse, que les Juifs étaient animés d'une haine sans borne, non seulement contre le christianisme, mais aussi contre le monde européen, contre les traditions européennes. Voilà, c'est la deuxième raison de l'antisémitisme. Et je vous le répète une fois de plus, il y en a beaucoup d'autres.